Alors, cette troisième conférence, comme vous pouvez je vous en prie, le voir sur l'écran, est consacrée au métier du sport et de la forme. Nous sommes à Bagnoles de l'Orne, et Bagnoles de l'Orne est connu pour quoi? C'est une station thermale. Et bien effectivement, à ma droite, nous avons pas les notes. On n'a pas les bonnes notes, les bonnes fiches, c'est forcément compliqué. Alors c'est Mireille le prénom et c'est Carré le nom de famille. Vous êtes directrice des soins au niveau de la station thermale. Aujourd'hui on dit pas station thermale, on dit le Beau Resort. Alors juste demander à François si elle est en train de passer les notes avec juste les noms des personnes. Pour moi, c'est facile. Juste à votre droite, nous avons un sportif. Vous l'applaudir. C'est Francis le prénom? François. Voilà, alors vous pouvez juste apprendre à écrire. Nous avons François Boutini. Vous êtes gérant, propriétaire, gérant d'Airfitness. Alors allez-y, prenez un micro, vous avez chacun un micro devant vous. N'hésitez pas à vous en saisir. Je plaisante sur mon collègue, mais en fait ces trois personnes vous ont envoyé leur CV. C'est juste que je les ai pas pris, en fait, j'étais resté à côté. Donc ce n'est absolument pas la faute de François, qui fait un travail formidable, on l'en remercie pour la vidéo et la régie. À votre droite, le Raphaël Nadal Orné. Alain Grippon, la Ligue de Basse-Normandie ou de Normandie carrément. Ligue de Normandie, tennis, merci aussi d'être présent. Alors l'objectif de cette conférence, comme les deux premières que vous avez pu voir ce matin, c'est de découvrir votre parcours, c'est de découvrir les métiers que vous représentez, les secteurs que vous représentez. Alors à la fois le sport, alors sport au niveau des fédérations, au niveau des clubs, le sport au niveau des salles de sport, mais aussi les métiers du soin et de la forme. Alors c'est les termes de Bagnoles de l'Orne, c'est tout ce qui peut être lié de près ou loin à l'esthétique. Voilà, on verra les différents métiers ensemble. Juste, on va commencer peut-être par vous, monsieur Grippon. La Ligue de Normandie de tennis, c'est votre métier, vous êtes bénévole. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre parcours? Alors effectivement, c'est mon métier, donc je ne suis pas bénévole. Je suis salarié de la Ligue de Normandie de tennis. Donc la Ligue de Normandie de tennis, c'est 5 départements, donc les 5 départements normands. On est un peu plus de 50 000 licenciés, 400 clubs. Et au niveau de mon activité professionnelle, donc je suis là moi pour aider les dirigeants des clubs dans leurs actions de développement. J'ai aussi une partie formation. Et à la base, j'ai été recruté parce que il y a maintenant très longtemps, quand j'étais un tout petit peu plus vieux que vous, j'étais arbitre, je suis arbitre de tennis. Et après, donc, on cherchait des gens de terrain et c'est pour ça que j'ai été recruté. Dans la salle parmi vous, qui est-ce qui fait du tennis? Ah, bien. Qu'est-ce qui fait du sport tout court? Alors, je parle évidemment pas de l'EPS, qui est bien entendu du sport. C'était ma matière préférée quand j'étais élève. Le seul truc que je n'aimais pas, c'était la gym. Alors là, je supporte pas. Ça va, je voudrais pas aimer aussi. Mais voilà, le sport c'est super bien. Mais en dehors des cours de PS, qui fait du sport dans un club ou... Ouais. Très bien. Qui fait du sport dans une salle de sport? Alors quand je dis salle de sport, c'est une salle où il y a éventuellement des machines, des haltères à soulever, etc. J'ai pas compris. Ah, vous voyez. Super. Alors, qu'est-ce qui va dans une salle de fitness? Ouais. Eh bien, François, alors je vais vraiment le noter. Vous avez appelé Francis depuis le début, ce sera François jusqu'à la fin. François Boutini, Airfitness, c'est une salle de sport. Voilà, c'est ça en fait. J'ai créé une salle de sport donc, il y a 1 an. Là, ça fait 1 an que c'est ouvert. J'ai travaillé 7 ans dans des salles en tant qu'éducateur sportif. Et puis voilà, je suis venu mettre à mon compte de recréer une salle où je me sentais bien pour évoluer. Donc, je crée quelque chose d'assez particulier, différent un petit peu par rapport aux autres salles. Voilà. Elle se situe où la salle Airfitness? Elle se situe rue de Bretagne à Alençon, en face du garage Mazda.
Et dans ce moment encore qui sont arrivés, ils arrivent plus tard. D'accord. En fait, je suis pratiquement au cœur du centre-ville sur un boulevard. Et alors, dans une salle de sport, quel est votre public? Est-ce qu'il y a plutôt des jeunes, des très jeunes? Est-ce que le public, c'est plutôt un public majeur, donc pour les gens à partir de 18 ans, ça arrive qu'on prenne des gens à 16 ans, mais 18 ans c'est plus pratique, parce qu'on a éventuellement des douches, tout ça, donc on va avoir un problème de législation, on va avoir des mineurs et des majeurs en même temps dans le vestiaire, et on est à peu près entre 18 et 65 ans, avec une moyenne d'âge là sur environ 35 ans. Alors, Mireille Carré, Beau Resort, qu'est-ce que c'est? Quels sont les métiers que tu peux trouver dans cette station thermale au niveau de la partie soins? Alors non, ça marche, le micro va juste être... Beau Resort a trois activités principales. Une activité de médecine thermale, une activité de bien-être et une activité d'hébergement. Dans ces trois secteurs, il y a des possibilités d'emploi qui sont principalement le métier d'agent thermal, au niveau de la médecine thermale. Au niveau du bien-être, nous retrouvons effectivement les agents thermaux, les esthéticiennes et des coachs sportifs. Au niveau de l'hébergement, au jour d'aujourd'hui, nous avons des animateurs, puisque nous avons des clubs pour les petits de 3 à 12 ans. Donc là, nous embauchons effectivement des animateurs. Et nous espérons, dans quelques années, les projets futurs, c'est d'avoir un développement sportif plus important sur la partie hébergement et d'avoir encore un peu plus de coachs sportifs. Alors, Bagnoles de l'Orne, c'est une station thermale qui marche bien par rapport à des stations thermales peut-être plus connues, plus renommées à travers la France. Alors nous, au niveau national, nous sommes les 14e en fréquentation dans toute la France. Très bien. Très bien. Nous accueillons environ 12 000 touristes par an. D'accord. On parlait tout à l'heure, avant de faire cette conférence, de formation. Il y a un domaine dans lequel Bagnoles de l'Orne est premier, c'est le domaine de la formation, qui est une formation qui vient d'être créée en partenariat avec le 3IFA, si je ne dis pas de bêtises. En fait, depuis 2012, est passé donc, le CQP agent thermal. Donc nous sommes en relation, nous travaillons avec un partenariat avec le 3IFA d'Alençon pour permettre donc à nos jeunes salariés de pouvoir avoir ce diplôme. Donc nous avons à peu près, depuis 2012, nous avons 20 personnes par an qui sont formées et diplômées. Alors agent thermal, c'est quoi comme métier? Moi j'ai cette image un petit peu effectivement des bains de boue, des douches glacées, voilà. Après, j'imagine que ça c'est pas n'importe comment. Absolument. Le métier d'agent thermal est un métier en fin de compte qui se rapproche énormément du métier d'infirmière, mais nous ne sommes pas infirmières, dans le sens où nous travaillons avec des ordonnances médicales. Et nous pratiquons des soins prescrits par des médecins. Là, effectivement, il y a plusieurs soins qui sont pratiqués. Nous en avons plus de 20 au terme de Bagnoles de l'Orne, avec des protocoles bien spécifiques, notamment des bains, des applications de boue, des douches générales. Nous avons 20 types de soins. Sachant que ces types de soins sont effectivement donnés dans la médecine thermale, mais sont également donnés au niveau du bien-être. Ce qui, en fin de compte, oblige les agents thermaux à avoir une double casquette. Une casquette pour accueillir des touristes qui viennent pour se faire soigner, et une casquette pour pouvoir accueillir des personnes qui viennent pour le bien-être, pour le loisir. Et aujourd'hui, en termes de fréquentation, quelle est la part des curistes qui viennent parce qu'il y a une ordonnance médicale et des gens qui viennent pour se ressourcer, pour prendre un peu de bon temps pour la santé? Notre activité principale au jour d'aujourd'hui, c'est quand même la médecine thermale, mais depuis l'année dernière et ça largement, nous avons maintenant une augmentation au niveau du bien-être. Alors toujours dans le bien-être, le sport, ça fait partie du bien-être. Qu'est-ce que vous proposez comme comme formation, c'est pas des formations, mais comme activité au niveau d'Air Fitness? Comme activité ou comme formation? Comme activité, moi je me suis spécialisé sur l'entraînement collectif, donc ça veut dire qu'on va avoir des cours qui peuvent être de la danse, on va avoir des cours qui vont être cardio, ça veut dire on va aller transpirer, et des cours de renforcement, là ça va être se muscler. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle l'IDIT, où là c'est un mélange un peu de tout,
qui est assez à la mode, c'est-à-dire de devenir le plus fort possible, le plus endurant, le plus cardio, le plus explosif, etc. Voilà, on propose différentes activités. On a 3 activités cardio, on a 3 hits maintenant, on a 2 cours de renforcement et 2 cours de danse. Alors votre parcours, à vous, comment est-ce qu'on devient propriétaire, gérant, prof de sport dans une salle de fitness? Alors, pour le gérant, ça n'a rien à voir avec l'éducateur sportif, là c'est un autre boulot. Le boulot d'éducateur sportif, moi j'ai fait une licence au STAPS à Caen. Après, on n'est même pas obligé d'avoir le bac aujourd'hui, on peut faire directement ce qu'on appelle un BPGEPS AGFF. C'est un peu barbare, c'est sur 1 ou 2 ans, en fonction de votre niveau d'études avant. Et ça permet en fait de travailler contre rémunération dans une salle de sport, dans une association sportive, n'importe où, pour donner peut-être même dans une cure, je sais pas. Voilà. BPGEP, c'est un diplôme de l'animation, à la base avec une spécialité sur le sport. Sur le sport, voilà. Ce qu'on appelle l'activité gynéque de la forme et de la force. Et maintenant, il y a aussi un nouveau diplôme qui vient d'arriver qui s'appelle le CQP. Donc chez nous, il existe aussi, c'est le CQP ALS. Et en fait, c'est assez intéressant parce que vous pouvez travailler jusqu'à 300 heures par an dans une entreprise. Et donc en fait, c'est mon avis, mais dans les salles de sport, après je ne sais pas dans les autres activités, dans les salles de sport, ça va être de plus en plus difficile de trouver un travail à temps plein. Ça peut être par contre un deuxième travail en plus d'une activité qu'on aurait déjà ailleurs en fait. Et donc c'est CQP qui se fait sur 8 mois, derrière permet de travailler. Alors, au niveau de votre parcours, est-ce que c'est de la formation interne au niveau des ligues de tennis, est-ce que c'est une formation externe qui vous a permis d'accéder à ces fonctions de la Ligue de Normandie? Alors, pour mon cas, c'est vraiment de la formation interne, parce que j'ai été recruté, parce que j'étais quelqu'un de terrain à la base, donc j'ai été recruté pour mes compétences que j'avais. Après, notre fédération, nous, a des organismes de formation intégrés, et donc on a été formé au métier de la communication, au métier du marketing, au métier aussi un petit peu de la presse. Et aussi dans tout le cadre de la législation, aussi, qui est très important pour les dirigeants. Il faut savoir aussi que maintenant, nous, on renvoie aussi l'ascenseur, donc au niveau de la Ligue de Normandie, on est aussi un organisme de formation, donc on a aussi les CQP, tennis, donc c'est aussi, ça permet pour pas mal de jeunes d'exercer un petit peu le tennis, de découvrir ce qu'est l'enseignement, si on a la fibre pédagogique ou pas. Et après, on peut aller vers un diplôme d'État, qui là est une formation sur 2 ans. Bon, pour nous, tennis, il faut un minimum de jeux, c'est-à-dire qu'il faut être classé 15, c'est un prérequis. Mais après, l'avantage, c'est qu'au bout de 2 ans, eh bien, tous les jeunes que l'on sort depuis 10 ans, ils ont tous du travail à temps complet. On n'en a pas un qui est au chômage, donc actuellement, c'est quand même très très important. Au niveau de l'arbitrage, c'est pareil, c'est des formations au niveau de la Ligue de Basse-Normandie. Vous avez été enseignant aussi au niveau du tennis. Oui, donc au niveau arbitrage, donc là c'est aussi une activité bénévole quand je l'ai commencé, donc c'était prendre du temps pour passer sur les terrains. Donc il y a 2 catégories, les arbitres, c'est ceux que vous voyez sur la chaise là tout là-haut qui regardent le match et qui essaient de compter les points. Et les arbitres, ce sont ceux qui organisent les tournois. Maintenant, depuis, ça s'est professionnalisé aussi. Avant, il n'y avait que des bénévoles, et maintenant, on a des gens qui sont des professionnels. À Bagnoles-de-Lorme, on a au mois de janvier un très gros tournoi professionnel à 10 000 $. Et là, c'est un ami qui a commencé en même temps que moi, qui est devenu juge arbitre professionnel de tennis. Et lui, il œuvre dans le monde entier. Il a même fait sur Roland-Garros, sur les tournois du Grand Chelem, au Coupe Davis. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du public? On a 2 micros HF ici s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a des questions à poser aux intervenants? Savoir comment on devient ramasseur de balles, si avoir une piscine chez soi ça suffit pour être un thermal. Il n'y a pas de questions spécifiques? Ah si, je t'écoute. Oui. Alors, c'est pas très gentil comme question parce qu'en fait, on a passé une partie du repas ensemble et on lui a posé 4 fois la même question. On lui a dit alors c'est quoi la Zumba? Alors, je vais répondre. En fait, la Zumba, c'est un produit qui a été créé il y a maintenant peut-être 5 ou 6 ans. Et en fait, c'est une forme de danse avec des musiques latines où on peut faire un peu tout et n'importe quoi. L'idée de la Zumba, en général, les gens pensent qu'en faisant de la Zumba, on va perdre du poids parce qu'ils viennent dans une salle de sport pour ça. Pas du tout. La Zumba, c'est juste histoire d'aimer bouger éventuellement sur ce rythme de musique, donc c'est assez spécifique. Et voilà, on peut
à bouger dessus, mais c'est le seul truc que ça va amener, c'est-à-dire à part une petite distraction. C'est pas plus efficace qu'un soir en discothèque. Non. Au pire, on boit pas d'alcool pendant la Zumba, mais on peut aller en discothèque sans boire d'alcool. Hein. Aussi. Mais bon, il y a moins le côté. Donc malheureusement pas de Zumba, mais justement moi j'en ai fait, mais j'en fais. Par contre, je propose aussi des cours de danse qui sont un peu dans le même registre, c'est-à-dire quand même bouger sur de la musique et danser. Après, on a un concept qui s'appelle le Jbam, je suis un petit peu barbare, ça veut dire qu'on va avoir comme la Zumba 10 chorégraphies différentes sur 45 minutes. Donc pour les gens qui ne savent pas trop danser, c'est bien, en 5 minutes ça change en fait, donc on se rattrape facilement. On a un autre qui s'appelle le Body Jam, qui est un peu plus axé raga hip-hop, et là par contre on apprend 2 chorégraphies sur 1 heure, et avec un fil rouge en fait, où à la fin on attache tout, donc pour le coup on a une vraie choré qui dure 10 minutes et qui est très technique. Voilà. Pour ceux qui aiment bien danser. Oui. Vas-y. Le fitness, il y a énormément de choses, c'est très large. Ça veut dire, grosso modo, c'est du sport, soit dans le but d'aller dans une préparation physique générale pour être meilleur en tennis, par exemple, ou sinon ça va être pour s'entretenir physiquement, perdre du poids, régler des petits problèmes de dos, ça peut être pour se distraire psychologiquement. Donc on va proposer plein d'activités. Et après sur notre marché, en fait, c'est un marché qui est segmenté. Ça veut dire que d'une salle de sport à une autre, on va proposer la même chose. Là, ils vont proposer plutôt de la musculation libre, ils vont dire débrouillez-vous avec des machines, d'autres ils vont dire on a des tapis de course, allez courir dessus, d'autres ils vont proposer des cours collectifs, type Zumba. Donc moi je suis plus là-dedans, et sinon on va vous proposer carrément un suivi personnel avec un coach où là on paye à l'heure, c'est très cher. Du coup il y a quelqu'un qui est avec vous tout le temps, qui porte sa serviette, grosso modo. Alors une petite question du coup de ma part, toujours sur la partie un peu fitness. Aujourd'hui, est-ce que les nouvelles... Voilà, on récupère Est-ce que les nouvelles technologies changent un petit peu votre métier, mais après on parle aussi des autres métiers. Vous allez pouvoir voir, vous avez déjà vu le ballon de basket connecté qui est tout à côté, voilà. Il est pas assez gonflé, je sais. Est-ce que les objets connectés, ça change un petit peu au niveau du fitness? On voit les bracelets qui sont connectés avec le smartphone, il y a plein d'objets comme ça qui sortent. Aujourd'hui, ça change un peu vos métiers? Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir carrément, même moi par exemple sur la salle, j'ai fait une application. Après, on peut avoir peut-être courses connectées. Bon, là, ça, je n'ai pas encore parce que c'est assez cher quand même. Ça voudrait dire que vous allez pouvoir enregistrer via votre téléphone votre parcours, faire un parcours d'heure, et puis le tapis automatiquement il va refaire le même parcours en montant les vitesses, etc. Aujourd'hui, le connaissez, c'est super, même les concepts qu'on fait, vous les retrouvez sur le net. Alain Gribon, les raquettes connectées, la Ligue de Normandie, c'est équipé de raquettes connectées pour mesurer les frappes, pour mesurer l'orientation de la raquette, etc. Non, ça pas encore. On est resté avec la raquette, la balle. Après, on a évolué sur l'arbitrage avec tout le système qui est maintenant sur le circuit du Grand Chelem où on voit à la télé le ralenti pour savoir si la balle est bonne ou pas. Après aussi, c'est les tablettes qui ont fait leur apparition pour l'arbitrage, c'est plus la traditionnelle feuille. Et puis après, on a les mêmes outils que dans tous les sports. Nos sportifs sont là aussi avec ça. Mais ça n'a pas encore été le grand bouleversement pour nous. Alors, au niveau des termes, il y a eu des hébergements qui ont été construits. Maintenant, on appelle les termes de manuel le beau resort. Effectivement, ce sont des métiers qui évoluent. On le disait tout à l'heure, effectivement, avec une partie, on va dire, touristique bien-être qui est de plus en plus forte. Comment ça se passe au niveau des agents thermaux, l'évolution de leur métier? Est-ce qu'il y a une évolution aussi par rapport à ça? Oui, absolument. Donc le métier a énormément évolué puisque, comme je vous expliquais tout à l'heure, il a le métier de base d'agent thermal, mais au jour d'aujourd'hui, allant vers le bien-être, nous devons effectivement, selon les forfaits, selon les massages que nous proposons, il y a une évolution du métier. Évolution, puisque un agent thermal peut très bien apprendre les massages, puisque nous faisons des formations par une boîte extérieure, donc pendant plus de 5 semaines pour apprendre des massages spécifiques. Tout comme nous embauchons également maintenant des esthéticiennes, que nous ne faisions pas il y a 12 ou 13 ans. Un métier donc qui évolue aussi, vous le disiez aussi, parce qu'il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux aussi appareils qui arrivent, et donc nous sommes toujours en perpétuelle évolution et surtout en recherche d'idées pour pouvoir effectivement moderniser
moderniser notre centre et puis surtout apporter ce que les personnes recherchent. Pour travailler dans le sport et la forme, quelles sont les qualités requises? Voilà, on a un parterre de jeunes devant vous, vous êtes en 4e, c'est ça? Peut-être que parmi vous, il y en a qui seraient intéressés par effectivement ces métiers. Alors là, on a 3 exemples de métiers, mais il y en a beaucoup plus que ça. Oui, alors j'ai bien compris que tu voulais être prof de Zumba, ça non, c'est car réponds-moi la question. Dis-moi, tu veux faire quoi plus tard? Coach de fitness. D'accord. Alors du coup, c'est comment ton prénom? Inès. Quelle qualité doit avoir Inès pour pouvoir devenir coach de fitness? Il y a deux qualités qui sont super importantes. La première, c'est avoir le sens du contact. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois à l'aise avec les gens, il faut que tu aimes aller vers les gens. Si déjà tu danses juste pour toi et pas pour les gens, c'est peu probable que ça marche. Elle aime bien poser des questions. Oui, donc c'est interactif, ça devrait aller. Et la deuxième qualité, c'est savoir se remettre en question. Parce qu'en fait, il ne faut pas que tu poses toujours la même chose. Sinon, les gens ils vont dire oui, c'est bien. On s'est bien une fois. Bon, maintenant on se lasse, il faut que tu puisses changer. En fait, il faut perpétuelle remise en question, être toujours sur qu'est-ce qui se fait de nouveau, comment est-ce que je peux être encore plus au top aujourd'hui. Voilà. Je vais poser une question qui fâche un petit peu. Être coach de fitness, coach sportif, à 20, 30, 35 ans, a priori il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, entre guillemets? Est-ce qu'on est aussi crédible quand on arrive plus proche de la retraite, quand on démarre son activité? Alors là, j'ai un truc justement qui va refroidir un petit peu la salle, malheureusement. Les études qui ont été démontrées là dernièrement, quelqu'un qui est diplômé pour être prof de fitness, en moyenne, c'est 2 ans. Ça veut dire qu'après, tu changes d'orientation parce qu'il est déçu en fait de ce qu'il fait. Il se disait, ah c'est cool, je vais être comme le prof, il donne. En fait, quand il le fait réellement, il se rend compte que moi, je ne s'attendais pas à ça. C'est-à-dire que vous êtes soumis aux pressions, vous êtes soumis aux courbatures. Quand on fait 30 heures de sport par semaine, on prend beaucoup moins de plaisir que quand on en fait 3. C'est un boulot qui est très très bien payé, c'est un boulot où on fait énormément d'heures. Et en fait, c'est pour ça que je parlais du CQP qui est intéressant, parce que ça peut être justement un boulot où on reste que dans le côté où on va faire 4 ou 5 heures en plus d'un autre. Et là, pour le coup, on reste vraiment sur le côté plaisir. Aujourd'hui, pour moi, parce qu'on forme aussi des jeunes, quand je les forme, la première chose que je leur dis, c'est être sur la scène, c'est bien, vous donner des cours, c'est super, mais au maximum, c'est 10-12 heures par semaine. Sinon, on ne peut pas, je pense pas qu'à 60 ans, je serai encore sur scène en train de lever des barres à 50 kilos. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est un boulot où à côté, on est commercial, on doit savoir vendre, on est femme de ménage, on doit savoir entretenir notre structure, et on doit surtout être commercial sur le fait qu'on doit être capable de fidéliser les gens. Voilà, donc il faut avoir le sens du contact, encore une fois, il faut être assez ouvert d'esprit, et c'est ça qui est important. Quelle qualité il faut pour travailler dans une fédération sportive, quel que soit le sport? Il y a évidemment une pratique du sport à l'origine, je suppose, mais quelles sont les autres qualités? Il y a un travail en équipe, forcément? Voilà, c'est être sportif pour une partie de nos métiers, au niveau de nos fédérations, c'est bien avoir les mêmes qualités, hein. C'est aller vers les gens, c'est d'être très très communicant. Après, il faut savoir que nous, au niveau des fédérations, quelles qu'elles soient, il y a plein de métiers chez nous. Celui qu'on retient toujours, c'est on voit le joueur qui est là, donc il y a un enseignant qui est derrière. Ça, c'est une petite partie des choses. Après, bon, il y a des gens comme nous les conseillers, on est là pour le côté plus administratif d'aide aux dirigeants. Mais au niveau de notre siège à Paris, à Roland-Garros, là-bas où il y a quelques terrains de tennis, on a 300 permanents qui sont là-bas. Et là-bas, on a tous les métiers. Donc on a les métiers, bien sûr, de secrétariat. On a tous les gens qui assurent l'entretien du stade Roland-Garros. On a des ingénieurs qui sont là pour l'équipement, on a des journalistes, on a des photographes, parce que aussi on a des magazines. Et tout ça, c'est un encadrement professionnel. On a des spécialistes de la communication, on a des spécialistes du marketing. Donc vous voyez, vous pouvez faire à peu près toutes les études que vous voulez et vous retrouver dans une fédération, sans être forcément le joueur. Mais on a plein de métiers. C'est peut-être le goût pour le sport qui fait qu'on ne peut peut-être pas le pratiquer à très haut niveau en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, mais on a envie de travailler dans ce secteur du sport ou l'activité qu'on aime. Voilà, tout à fait. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai une chance incroyable, c'est que je suis passionné de tennis depuis que je suis tout petit, et j'ai réussi à transformer cette passion en travail.
Donc à la limite, c'est pas forcément un travail, quoi. Bon, je suis rémunéré pour, mais ça passe tout seul. Par contre, il faut bien penser aussi, si vous engagez dans une carrière des métiers du sport, que ce soit tant sur le terrain ou côté un peu plus dans l'ombre, il faut penser que lorsque nous on travaille en décalé. Parce que les gens qui pratiquent le sport le pratiquent en dehors de leurs heures de travail, donc c'est le soir, c'est le week-end. Et donc, il faut bien penser à ça, parce que nous, quand on forme nos enseignants professionnels, on commence par leur dire ça. Vous avez bien réfléchi à ça, vous allez travailler le soir, vous allez travailler le week-end, pendant les vacances, vous allez faire des stages, et donc tout est décalé dans votre vie. Donc ça, il faut le savoir. Un travail qui n'a pas de contraintes, ça se saurait. Donc nous, c'est la petite contrainte qui existe, je pense que c'est pareil pour toi. Pour le coup, on n'a pas l'impression de travailler. L'avantage, c'est que pour aller faire ses courses, il n'y a personne dans les magasins. Tout à fait. Mireille Carré, pareil. Quelles qualités il faut pour devenir... Alors, je dis agent thermal, mais je ne vois pas que le soin au quotidien, c'est l'ensemble des métiers qui existent en lien avec les termes. Je crois que nous avons tous les mêmes qualités. Donc déjà le sens de l'accueil qui est hyper important, puisque nous accueillons des personnes de tout âge, puisque ça peut aller de l'âge de 13 ans jusqu'à... des personnes qui ont 100 ans. Il y a des personnes de 100 ans qui viennent, même pour le bien-être, qui viennent faire une après-midi de bien-être. C'est également avoir le sens de l'organisation, on parlait tout à l'heure des ménages. Chez nous, c'est très important dans les métiers de bien-être. L'hygiène est très important, que vous soyez agent thermal ou esthéticienne, c'est vraiment partie de votre travail. Avoir également le sens des responsabilités, puisque vous recevez des personnes, vous vous en occupez, et vous êtes pratiquement indépendant dans votre travail. C'est-à-dire que vous êtes autonome dans votre travail, et c'est votre prestation qui permet aux personnes de revenir. On parlait tout à l'heure de la fidélisation du client ou du touriste. C'est très important pour une entreprise, quelle qu'elle soit, d'avoir ces clients qui reviennent. C'est ce qui fait effectivement vivre l'entreprise et donc donner de l'emploi. Une dernière question très courte avant qu'on arrête. Je dirais également être disponible, puisque dans les métiers du bien-être, les samedis, les dimanches, les jours fériés, c'est là où on travaille le plus. Une dernière question, la journée type, justement, en quelques étapes clés d'un agent thermal qui arrive, c'est quoi? La journée type, le matin, j'arrive à quelle heure, je pars à quelle heure, et quel est mon quotidien de travail? Si c'est vraiment dans la médecine thermale proprement dite, 6h30 le matin, jusqu'à midi, sachant que nous sommes ouverts également les après-midi. Ce qui concerne le bien-être, vous commencez vers 13h30 jusqu'à 20h le soir. Et toute la journée, recevoir des curistes à la période de 10 minutes, 20 minutes? Non, c'est beaucoup plus long ça. Beaucoup plus court que ça, puisqu'elles travaillent sur plusieurs postes en même temps, elles ont plusieurs cabines de soins, donc elles sont des personnes qui arrivent toutes les 5 minutes. D'accord. Il faut savoir qu'en l'emballage debout, le suivant, l'emballage debout, le suivant, on déballe, c'est ça? C'est à peu près ça, mais ça se passe quand même beaucoup mieux que ça. Caricature un peu, heureusement. Pareil, un prof de vitesse, un gérant de salle de sport, la journée type, elle démarre également à 6h30 ou elle démarre plus Les tard? gérants, ils travaillent 24 heures sur 24 en fait. Tout le temps, je pense à comment je vais pouvoir faire mieux et optimiser au maximum le travail. Après, en tant qu'éducateur sportif, ça dépend encore une fois des salles. On va quand même vers la tendance 6h, 23h. Donc après, on fera des plannings, mais vous pouvez commencer super tôt et finir super tard. Avec probablement pas de travail l'après-midi. C'est-à-dire qu'entre 13h et 17h, les gens travaillent. Donc il y a moins de travail là. Donc des journées coupées par contre, ça c'est un rythme de vie qui est assez particulier. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se reposer l'après-midi pour être en forme le soir. Dans une journée, on on va va partir en partir vacances quoi. C'est ça. Il y a 4 ou 5 heures disponibles en creux, mais c'est ça. Souvent c'est pas des heures où on peut aller faire la fête. Pareil, la journée type, alors il y a tellement de métiers différents, mais on va dire peut-être quelqu'un qui serait prof de tennis dans un club et qui serait embauché. Alors, si on est sur les profs de tennis, donc comme je disais tout à l'heure, sa journée c'est plutôt commencer vers 16h, 17h, pour finir vers 22h. Le mercredi, donc là on travaille un peu plus parce que c'est la journée toute l'après-midi et toute la soirée. Après, tout dépend aussi s'il y a d'autres activités, parce que des fois il y a de la pratique du tennis à l'école, il y a de la pratique avec le sport adapté, le tennis en fauteuil, donc là ça peut faire des heures aussi dans la journée. Et puis, comme on disait tout à l'heure, le week-end. Après, très vite, si on part sur le côté administratif, comme je fais un petit peu,
Moi, mes journées commencent en général à 7h30 du matin parce que je me déplace pour aller rejoindre mes bureaux. Et je rentre vers 19h, quoi. Donc une journée à peu près classique. Après, quand on est en opération, c'est-à-dire quand on organise des compétitions, des championnats de France, comme il va y avoir début juillet à Bagnères-de-Lorme, on va organiser les championnats de France de sport adapté. Donc c'est beaucoup de travail en amont, mais sur place. En général, on est là les premiers, donc vers 7h, 7h30 du matin. Et puis toute la journée, parce que là, on veille à que tout se passe bien, que les gens que l'on reçoit soient dans d'excellentes conditions. Il y a beaucoup de cours relationnels. Et puis on est là jusqu'à la fin, parce que après, il faut tout ranger aussi, comme tout le monde. Donc là, il y a souvent beaucoup moins de monde. Mais au pitch, c'est pareil, un organiseur de succès, il faut être là la veille et arriver le premier et partir dernier. Voilà, c'est ça les organisations. Dans la lumière. Est-ce qu'il y a des questions encore au niveau du public? Inès, tu as des questions encore ou pas? Éventuellement, s'il y a besoin, ils sont encore là un petit peu, tu les attrapes à la sortie, il n'y a pas de souci, tu leur poses toutes les questions que tu veux. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, on va vous remercier, vous applaudir également. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour sur l'espace exposant à côté et à poser des questions individuelles si vous voulez à ce monsieur-là. Merci.